Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement football. Tout d'abord, l'ultime match d'Augustin Sidi Diallo, le président de la FIF a été inhumé vendredi dans l'intimité familiale. La veille, le monde sportif lui a rendu hommage. Nous essaierons de faire aussi l'autopsie de la sélection nationale ivoirienne. Comment vont les éléphants, toujours leaders du groupe K dans la course à la prochaine CAN. Nous parlerons également de la situation à la Confédération africaine de football, avec notamment la suspension par la FIFA d'Ahmad Ahmad et la candidature de Jacques Anouma pour briguer le poste. Quelle chance pour l'Ivoirien. Enfin, nous parlerons de Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, rappelé à Dieu et également inhumé cette semaine. Voilà pour le menu de ce 360. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Cholio Diomandé, il est journaliste sportif, Adoumel, journaliste sportif également, Patrick Guité, journaliste sportif, Emegay, journaliste sportif, et une légende du football ivoirien sur ce plateau, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, ancien footballeur. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers invités. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Alors, grande émotion jeudi à la Fédération ivoirienne de football, après la disparition d'Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Plusieurs personnalités ivoiriennes et des délégations étrangères étaient présentes afin de témoigner toute leur admiration à l'illustre disparu. Le reportage de Salif Yalekwe et Tanguy Kona, et juste après, vous pourrez réagir. Ce jeudi soir, atmosphère lourde à la Fédération ivoirienne de football, la FIF, à Abidjan-Trècheville. Un hommage a été rendu au président de la Maison de Verre, décédé samedi dernier des suites de la Covid-19. Ils étaient tous présents, joueurs, présidents de clubs, arbitres, journalistes sportifs, supporters, pour honorer l'illustre disparu qui a passé une bonne partie de sa vie à côtoyer le ballon rond. Exercice difficile surtout quand on a côtoyé l'homme à l'image du premier vice-président de la fédération, Sori Diabaté. Président, le comité exécutif de la FIF te dit merci. Merci pour ce travail colossal à la tête de la FIF. Travailleur acharné, rigoureux tu étais, conciliateur tu as été, tu recherchais toujours le consensus lors de nos échanges au comité exécutif. Toujours prêt à aller au front pour nous. Tu ne connaissais pas la peur. Président, tu n'es pas méchant. Non. Ils ne te connaissent pas. Tu n'es pas difficile, encore moins difficile de vivre. Tu as des principes de vie. Tu as du caractère. Tu es juste, courtois et serviable à souhait. Le ministre des Sports, vantant les qualités de Sidi Diallo, a souhaité que l'homme soit immortalisé ici. Il est vrai, nous le disons souvent, qu'un éléphant ne meurt jamais. Mais la disparition de Sidi Diallo laisse un grand vide dans nos rangs, dans les rangs de la Fédération ivoirienne de football, et cela sonne comme une symphonie inachevée. Et la Côte d'Ivoire reconnaissante n'oublie pas ses fils valeureux. C'est pourquoi le ministère des Sports a suggéré qu'il plaise au gouvernement que ce bâtiment que l'État de Côte d'Ivoire a mis à votre disposition, a mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de football, puisse, avec l'accord de tous, l'engagement de tous, porter un jour l'illustre nom d'Augustin Sidi Diallo. Décédé à 61 ans, Sidi Diallo avait décidé de ne pas briguer un autre mandat à la tête de la FIF. Durant les derniers moments de sa vie, il n'a cessé de prôner l'unité et la paix au sein de la famille du football. Ces symboles du foot, entre autres le maillot, le ballon, ont été remis à la famille au nom du mouvement sportif par le ministre. Adieu, président, et merci pour ton engagement.
Monsieur, pour la plupart, vous êtes des journalistes spécialistes de sport. Vous avez donc côtoyé l'illustre disparu, Abdoulaye Traoré Ben Badi. Vous êtes ancien footballeur. On se souvient de Sénégal 92 notamment, où Sidi Diallo, nous dit-on, était de la partie. Qu'est-ce que vous retenez chacun en ce qui vous concerne de l'homme, Abdoulaye Traoré? Mais moi, j'ai connu le président Sidi Diallo quand j'étais en cadet au Stella. En quelle année déjà? Je veux dire en 80-81. D'accord. J'ai connu quand j'étais cadet, et après junior, ainsi de suite senior, et après je l'ai retrouvé en sélection. C'est-à-dire que ce monsieur a toujours montré sa grandeur d'esprit. Aujourd'hui, c'est-à-dire que parler de Sidi Diallo comme ça, le président Sidi Diallo, je suis un peu bloqué, parce que sa mort a surpris tout le monde. Mais l'homme, il nous a montré, il nous a donné une leçon de bosseur et surtout d'humilité. Il arrivait des fois où le président Sidi Diallo venait dans la chambre de chaque joueur, essayait d'échanger. C'est-à-dire qu'il allait au-delà de sa fonction de responsable d'équipe nationale, d'abord avant d'être président de la fédération. Il allait au-delà même de sa fonction, où il gérait certains problèmes de famille. C'est-à-dire que chaque joueur a eu une histoire avec lui. Pour moi, c'est un grand homme qui nous a beaucoup appris. Beaucoup. Moi, personnellement, moi, je vais laisser les autres parler. On voit très bien que vous êtes très ému. On comprend cela, on vous redonnera la parole tout à l'heure. Aimé Gueye, que retenez-vous de l'homme Sidi Diallo? Ce que je retiens de lui, c'est que c'était un monsieur très affable, qui n'aimait pas trop parler à la presse. C'était un monsieur de mission, de contact, qui aimait le contact dans les vestiaires avec ses athlètes. À la limite, il était un peu comme un père poule pour les éléphants, qu'il encadrait depuis 92. On l'a dit, hein, il est dans l'environnement du football ivoirien depuis les années 80. Il a commencé au club d'Agamé. Aujourd'hui, il a terminé comme président de la Fédération ivoirienne de football. Moi, je l'ai côtoyé. J'étais speaker d'une rencontre Côte d'Ivoire-Niger. J'étais speaker et ce jour-là, Séré Dié faisait ses adieux à la Côte d'Ivoire sportive au niveau de la tunique orange et blanc et vert. Et j'avais le micro, il m'a appelé pour dire fais ça. Pour dire qu'il aimait le contact, il aimait le terrain. C'est assez difficile, ce que nous avons vécu jeudi. Tout le mouvement sportif était présent. Il n'y a qu'à juger les condoléances qui ont afflué de par le monde pour dire que l'homme n'a laissé personne indifférent. Alors, Aimé Gueye indique que Sidi Diallo est dans le football depuis les années 80, c'est-à-dire que l'homme était passionné de foot. Totalement, il a fini par gravir tous les échelons dans la Maison de Verre. Patrick Guité. Absolument, on l'a dit, il était manager général, souvent même intendant. Il avait tellement de rôles au sein donc, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Certains qui l'ont côtoyé de plus près ont indiqué que, eh bien, il était taillé, en tout cas pour être président de la Fédération ivoirienne de football, pour ceux qui le connaissaient. Pour nous qui étions tout petit peu à l'extérieur, on ne le voyait pas venir, surtout qu'il a quitté la sélection nationale quelques temps après donc, la victoire des éléphants à la CAN 92. Donc pour moi, en tout cas pour moi qui ai discuté un tout petit peu avec les joueurs, que ce soit la génération de Ben Badi ou celle même de Tiéné Siaka, et Kolo Touré, etc., le seul mot qui revient, eh bien, c'est père. Sidi Diallo était un père pour ces joueurs-là. Et malheureusement, l'extérieur ne l'a pas connu sous cet angle-là. Et c'est dommage pour nous, pour le football ivoirien. Alors, Cholio Diomandé, il est des fois où vous n'avez pas été tendre avec la FIF, mais vos rapports avec l'homme, Sidi Diallo? Effectivement, c'est vrai que souvent, lui et moi, nos rapports n'ont pas été un long fleuve tranquille. Mais il faut dire qu'il n'y avait pas d'animosité, contrairement à ce que certaines personnes autour de lui pensaient. Je me souviens très bien, en fait, il aimait bien mon affaire, parce qu'il me disait chaque fois, c'est vrai, tu fais de très bonnes analyses, mais souvent, quand ça te pique, quand tu piques ta crise, tu m'attaques. Et donc, et souvent, ça faisait rire les gens. Je me souviens très bien, une anecdote, il y a plusieurs anecdotes. En 2013, à la CAN
en Afrique du Sud. Un après-midi, je me suis rendu à l'entraînement des éléphants. 15 minutes offert à la presse. Après les 15 minutes, il s'est levé, il a demandé aux journalistes de partir lui-même. Et moi, je faisais semblant de ne pas entendre ce qu'il disait. Il m'a regardé, il dit, Choualio, c'est de toi que je parle. Il est là, il faut partir. Là. Il faisait semblant de ne pas entendre. Il m'a donné un coup de pied à la cuisse. Et il y a un journaliste belge qui était à côté de moi qui me demande, mais lui c'est qui? J'ai dit non, c'est le président de la fédération. Il dit, mais tu rigoles ou quoi? Il dit non, c'est M. Sidi Diallo, c'est comme ça. Et 3 jours après, j'ai eu très mal à la cuisse. Et 3 jours après, je le revois, il dit, mais président, ton coup de pied là, vraiment, ça m'a... Il dit, je t'ai loupé. Bon, un coup de pied très fraternel, voilà, très affectif. Il dit, je t'ai loupé. Et puis, on s'est revus à la CAN 2015. Un soir, il y a une délégation ivoirienne qui arrive, avec à leur tête le général Wassana Kone. Et puis, je suis là, à ma grande surprise, il vient me chercher, il me présente au général. Il dit, mais voilà, c'est le journaliste, ça se dit qu'il m'attaque tous les jours. Là. Le général a dit, non, mais Choualio, il ne faut pas l'attaquer. Bon, on en rit. Vous savez, chaque fois, c'était comme ça. Quand il me voit en public, je fais semblant de ne pas le voir, il vient me chercher, il me donne un coup de poing. Bon, ça, c'était vraiment amical. Donc, il n'y avait pas d'animosité entre lui et moi. Mais ce que je retiens, c'était un grand passionné. Il avait un amour fou pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et lui, il était le gardien du temple. C'est-à-dire qu'il était amoureux de l'équipe nationale, de ses joueurs. Il n'aimait pas qu'on approche ses joueurs. Et là, même en 92, peut-être que Ben Badi peut en témoigner, c'est le Simplice Zinsou qui m'a fait un jour, qui m'a raconté cette histoire. Il me disait, mais tu sais, ce monsieur, moi, Simplice Zinsou, il m'a même interdit de voir l'équipe nationale à l'hôtel avant la finale contre le Ghana. C'est-à-dire qu'il avait du caractère. Il faut avoir du cran quand on sait ce que Simplice Zinsou représentait à l'époque. Absolument. Et il avait du caractère. Il avait du caractère, un passionné. Et puis, il ne tournait pas autour du pot. Mais moi, franchement, lui et moi, nos rapports, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'était des rapports amicaux. C'est vrai que je lui disais souvent ce que je pensais, même à la CAN 2019, en Égypte, avant le match contre le Mali. Il m'a même offert un maillot de l'équipe nationale. Et le jour-là, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses du match contre le Mali? Je lui ai donné mon point de vue. Il m'a dit, ouais, tu as raison. Et le jour-là, il m'a dit, Kamara Ibrahim, il paraît que c'est ton ami. Je lui ai dit oui, mais va lui donner des conseils. Je suis allé donner les conseils à Kamara, mais je ne suis pas allé dire que c'est Sidi qui m'a envoyé vers lui, mais je suis allé donner les conseils à Kamara. Voilà ce qui se passe. Et après le match contre le Mali, on a gagné le match. Mais donc, au total, c'est pour vous dire que nos rapports, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'était des rapports amicaux. Très bien. Adomel, vous aussi, vous avez côtoyé l'homme. Aujourd'hui, Sidi Augustin Diallo n'est plus. Que retenez-vous de l'homme? Merci Ali. Je dirais que généralement en Afrique, on dit que c'est quand quelqu'un meurt qu'on parle du bien de lui. Je ne veux pas me laisser aller dans la mouvance populaire pour tenir des propos allant pour sacrifier la tradition. Non. Alors, je crois quand même que Sidi... tout le monde l'a souligné, les différents intervenants dans leur prise de parole lors des différentes cérémonies l'ont dit. Je vais parler du président Sori Diabaté, je vais parler du Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'avoue que nous venons de perdre un grand homme, un grand sportif, parce qu'il faut le voir sous plusieurs dimensions. Il y a le sportif, il y a l'altruiste, et puis il y a l'homme de Dieu aussi. À tel point que les imams ont dit que c'est un élu de Dieu. Parce qu'il posait des actes de générosité, mais toujours dans la discrétion. Sidi a évolué dans la discrétion. Il aimait toujours les choses bien faites, et ça, je reviens aux sportifs, pour dire qu'il aimait tellement l'équipe nationale, il a tellement aimé le football ivoirien, et l'équipe nationale, à tel point que, même à un certain moment, lui, il m'a fait des confidences, il me prenait comme un genre conseiller, mais je peux vous assurer qu'à certains moments, il m'a conduit, mais par la suite, il était venu me présenter des excuses. Mais c'était l'homme, parce qu'il était passionné, il aimait la chose. Il était une sorte de mère poule
autour des joueurs. Et ça faisait que de l'extérieur, on avait l'impression qu'il était méchant, il avait un regard très méchant, il était mauvais, ceci, cela. Mais non, il était plutôt un homme doux. C'est quand, généralement, on dit que c'est quand vous êtes sous l'arbre, il y a un proverbe qui dit que c'est quand vous êtes sous l'arbre que vous savez à peu près où arrivent les racines. C'est quand vous le côtoyez que vous savez que c'est un monsieur bien et surtout bon. Sidi Diallo, je peux le dire, a été un homme bien et bon. Ce ne sont pas les actes de générosité uniquement, mais je veux dire qu'il a tellement aimé le sport et il a tellement bien structuré la chose que c'était de manière professionnelle. Donc quand il agissait, c'est de manière professionnelle. Mais évidemment, et cela pourrait choquer certaines personnes. Donc comme je l'ai souligné, de l'extérieur, on pensait qu'il était aussi mauvais, mais pas du tout. L'homme est vraiment parti et je vous assure que nous avons perdu un grand dirigeant sportif. Absolument, rien qu'à voir l'émotion qui s'est lue sur le visage de tous ceux qui ont participé à la cérémonie d'hommage à Sidi Diallo, on a bien pu comprendre que c'était une grosse perte. Alors monsieur, le président de la FIF est décédé en exercice. Que prévoient les textes ? Les textes prévoient tout simplement que le vice-président le plus âgé il prenne immédiatement et systématiquement la place du président du parti. Très bien, on a une idée du nom du... Déoulé Omer. Oui, c'est Déoulé Omer. Déoulé Omer. Bon, et comme on ne connaît pas généralement l'âge des gens, on attend de voir ce que cela va donner. Ce sera la suite d'un comité exécutif. Voilà. Absolument. Alors, Sidi Diallo part également dans un contexte. Vous voulez réagir sur Lyon ? Déoulé Omer, c'est un homme du Sérail, Très bien. un proche collaborateur du président Sidi Diallo. Donc je pense que... et puis les tests sont clairs. Donc le vice-président le plus âgé, qui va assurer l'intérim, on le connaît tous, hein. Bon, le grand public ne le connaît pas, absolument. Mais nous qui quand même côtoyons ce milieu, on sait qui est Déoulé Omer. Il faut dire que Déoulé Omer est le président de la Ligue de football amateur en ce moment. La Ligue de football amateur qui regroupe pratiquement près de 400 clubs. Hein. Voilà, il y a la division 3, il y a la division d'honneur et puis il y a la division des districts. Donc c'est quelqu'un qui a, comme l'a dit Choualio, qui est dans les sérail depuis longtemps, donc ça ne devrait pas causer de problème en principe. Très bien. Allez vous permettre, oui, c'est un homme du Sérail, mais les gens oublient aussi qu'il a été dirigeant au Stella, club d'Adjamé, donc le même club que Sidi Diallo. Je ne dirais pas que c'est Sidi qui l'a fait venir parce qu'il était là depuis Jacques Anoma. Et donc, c'est vous dire que lui aussi, c'est un féru du sport en général et du football en particulier. Donc, il connaît bien la maison, le fonctionnement en tant que troisième vice-président déjà. Et puis, n'oublions pas, il est aussi commissaire CAF, donc il peut à un certain moment aussi décanter certaines situations. Absolument. Alors, Sidi Diallo est rappelé à Dieu dans une situation particulière. La FIFA a décidé de suspendre la procédure de désignation du nouveau président de la FIFA. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Le processus est bloqué, hein, et je dirais suspendu. On attend toujours, malgré les relances, la FIFA reste de marbre jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui est dommage. Et c'est ce que je regrette un peu dans le départ du président Sidi Diallo Augustin. Je sais que tout homme est mortel, mais je n'aurais pas voulu qu'il parte de cette manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a reçu des charges, hein, des dossiers de son prédécesseur Jacques Anouma, j'aurais bien voulu qu'il ait aussi la possibilité de transmettre le témoin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça, j'avoue que ça me reste au travers de la gorge. C'est difficile à avaler. Parce que, surtout qu'il avait décidé de ne plus briguer un autre mandat qui serait peut-être le mandat de trop. Mais les tests ne l'interdisent pas. Hein. Mais il a décidé de partir et il n'a pas pu transmettre le flambeau. Mais en même temps, je dis, il y a beaucoup de choses qu'il rate quand même, hein, avec les Jeux Olympiques. Il a qualifié l'équipe en Égypte, j'y étais, j'ai eu cette chance-là. Et il fallait voir l'homme qui a souffert pour obtenir cette qualification. Et puis, malheureusement, ça devait se passer depuis juillet-août de cette année. Malheureusement, c'est reporté pour des raisons que nous savons, des raisons de Covid, et donc sanitaires. Et c'est l'année prochaine, malheureusement, il ne verra plus ces jeunes joueurs évoluer et ne verra plus jamais de JO. Alors, un grand regret certainement, hein, pour la famille de Sidi Diallo et pour le monde sportif. L'homme aurait tout donné pour voir organiser la CAN en Côte d'Ivoire. Oui, c'est dommageable parce que c'est un passionné. Donc, il s'est battu aussi, hein, pour l'obtention de l'organisation de cette Coupe d'Afrique en 2023 en Côte d'Ivoire, avec une équipe, Sori Diabaté et bien d'autres.
Ils ont obtenu l'organisation de cette Coupe d'Afrique, mais malheureusement, il ne va pas vivre cet événement assez important parce que j'avoue qu'une CAN organisée en Côte d'Ivoire, ça pourrait être l'une des plus belles CAN dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Donc aujourd'hui, même déjà, on a des amis, des confrères déjà qui sont déjà chauds. Très enthousiastes à l'idée de venir en Côte d'Ivoire. De venir en Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, quand tu vois les stades qui sont en train de sortir de terre, on se dit, voilà, enfin, on aura de très beaux stades en Côte d'Ivoire. Enfin, on va vivre un gros événement sportif. Donc, on est vraiment tous chauds pour vivre cet événement. Et Sidi Diallo, il avait vraiment envie de vivre cet événement-là. Mais c'est dommage, c'est la volonté de Dieu. Absolument. Et puis ce qui fait mal aussi, qu'il faut souligner, c'est qu'il a façonné toute une génération. Les Dibo Maïga, les Franck Kessé qui ont remporté la CAN 2013 au niveau des U17 au Maroc. Cette génération aujourd'hui est arrivée franchement à maturité. Et c'est la plupart de ces jeunes qui constituent l'équipe nationale. Il aurait fallu qu'ils soient là pour regarder ces enfants-là jouer la CAN 2023. Voilà aussi un autre grand regret. Comme on dit, les voix de l'Éternel étant insondables, il nous a quittés. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, la plus grande anecdote ou le plus beau souvenir que vous gardez de l'homme? Il y en a plusieurs, hein, mais je vais expliquer ce qu'on a vécu après le match. Pendant le match contre le Maroc, ici où je fais une talonnade à Thierry Joël. Là, on est en 92. Non, après 92, c'était en 95. 95, d'accord. Oui, je fais la talonnade, Thierry Joël marque, et puis après, j'ai été touché à la cheville. Donc, il y a les brancardiers qui sont arrivés. Le président s'est dit non, pas possible, qu'ils n'ont qu'à partir. Il m'a mis au dos jusqu'à dans la vestiaire. C'est pour vous dire que l'homme est tellement passionné fort, hein, que vraiment, il pose que des actes qui nous restent encore dans la tête. Donc, je pense qu'il a fait beaucoup de sacrifices au détriment de sa famille, parce que même les mises au vert, il est avec l'équipe. Bon, on n'a pas connu ça avec les autres présidents. Hein. Pendant les mises au vert, il est tout le temps là, alors que sa présence n'était pas trop nécessaire, mais il est là, il fait plusieurs choses à la fois. Très bien. Alors, on va s'intéresser à présent aux poulains d'Augustin Sidi Diallo, les éléphants de Côte d'Ivoire et les barrières de Madagascar qui se sont neutralisés un but partout dans le match comptant pour la 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Après leur victoire 2-1 à Niama et Bempé, les pachydermes ivoiriens, avec ce score, gardent leur place de leader et de ce groupe K, avec à égalité les Malgaches, un sujet de Salif Yalekwe. L'équipe nationale ivoirienne de football et celle de Madagascar se sont neutralisées un partout mardi soir dans une confrontation comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Cameroun 2021. Cette rencontre entre Ivoiriens et Malgaches a été jouée à huis clos à Toamasina. Les éléphants de Côte d'Ivoire, qui ont largement dominé la première période de ce match, ont ouvert le score à la 15e minute sur un pénalty exécuté avec maestria par Franck-Yannick Kessié. Serge Aurier, le capitaine des éléphants, et ses coéquipiers combatifs jusqu'à la fin de cette première partie ont imposé leur rythme de jeu aux Malgaches. De retour de la récréation, les Baréas de Madagascar, fouettés dans leur orgueil, multiplient les offensives dans le camp adverse et rétablissent la parité, à la 51e minute, grâce à son capitaine, Samuel Amada. Après ce but égalisateur des Malgaches, les hommes de Patrice Baumel tentent de doubler la mise en vain jusqu'à la fin de la rencontre qui s'est soldée par le score de 1 partout. Avec ce score, la Côte d'Ivoire conserve sa place de leader du groupe K de cette compétition. Jeudi dernier, les Ivoiriens ont joué à domicile contre les Malgaches au stade olympique Alassane Ouattara à Niama et Bempé pour le compte de la 3e journée de ces éliminatoires de la CAN 2021 et s'étaient imposés 2-1. Alors, messieurs, on met les pieds dans le plat tout de suite. Quel est votre regard sur la sélection nationale, les éléphants de Côte d'Ivoire? Emegui. Je pense qu'avant de parler du regard, il faut savoir d'où on vient. Dites-nous d'où on vient. D'où on vient, sous Kamara Ibrahim, les éléphants étaient dans un état à la limite comateux. On est sorti victorieux difficilement face au Niger. On a gagné le Niger 1-0 ici au Stade Fobani difficilement.
Rappelez-vous que nous sommes allés essuyer une défaite humiliante en Éthiopie, 2-1. La Côte d'Ivoire avait carrément les 2 genoux à terre. Et vint donc le Français Patrice Baumel. Patrice Baumel avait donc un grand chantier à développer. Reconstituer l'équipe. Reconstituer l'équipe, faire un mix entre les jeunes et les anciens. C'est ce qu'il a fait. On était très très curieux de voir Patrice Baumel à l'œuvre parce que, à la limite même, il brûlait l'envie de jouer ses premiers matchs. Il a joué ses premiers matchs, 2 matchs amicaux, soldés donc par un nul et une défaite. On attendait surtout au tournoi, au niveau des matchs de la CAN. Au final, une victoire ici, et puis un nul à Madagascar. Et du coup, la Côte d'Ivoire qui était 3e sous Kamara Ibrahim, la Côte d'Ivoire est redevenue 1re sous Patrice Baumel. Surtout, la grande satisfaction, c'est au niveau du match à Madagascar, où il a incorporé beaucoup de jeunes dans l'équipe, notamment dans l'axe média, où Mas Gradel, Gerville n'ont pas joué, et il a incorporé beaucoup de jeunes. Et au vu du dernier match, à mon avis, le regard que je pose, c'est qu'il y a des satisfactions. Il faut espérer des lendemains meilleurs pour cette équipe nationale. Pour le moment, à l'état actuel des choses, si la CAN s'arrêtait, les éliminatoires, on est qualifiés là. Donc nous avons 7 points, compte tenu de notre confrontation directe avec Madagascar. Nous sommes premiers. Donc vous êtes satisfait? Je suis satisfait. J'allais demander, aussi satisfait? Ouais, écoutez, sur le plan comptable, c'est vrai qu'on était, avant la 3e et 4e journée, on était en difficulté. Maintenant, les éléphants ont réussi à prendre 4 points. Ils se sont replacés, ils ont respecté leur statut parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. On ne devait pas être aujourd'hui en train de lutter avec Madagascar, l'Éthiopie et puis le Niger. Donc on s'est replacé dans la course. Maintenant, en termes de contenu, moi je suis perplexe, sauf le match contre Madagascar, le match retour, où on a vu du jeu, on a vu... un fond de jeu plutôt intéressant. Un fond de jeu. Maintenant, il ne faut pas vite crier victoire. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce qui manque à cette équipe, c'est le jeu collectif. C'est comment bâtir une équipe. C'est là le chantier. C'est là qu'on attend Baumel. Parce que nous avons beaucoup d'individualités. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on peut lui... il a quand même... il y a une ouverture à son niveau. Et il a fait venir des jeunes joueurs, il va chercher des joueurs au Qatar, il va chercher des joueurs en Chine, etc. etc. Il y a des noms qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. Des noms aussi qu'on connaissait, dont on découvre le visage. Voilà, Sinali Diomandé, Kosonu, aujourd'hui, et puis bon, Sangaré qui a fait un très bon match contre Madagascar, le match retour. Donc là, aujourd'hui, on attend qui nous présente une copie, un collectif fort. Et puis surtout, moi je le dis souvent, on me dit que j'exagère, mais une grande équipe nationale, c'est aussi un grand gardien de but. Vous estimez que notre gardien n'est pas... Non, écoutez, excusez-moi, mais quand vous voyez le match qu'on joue contre le Madagascar, un match qu'on maîtrisait, c'est une victoire. Parce que le contenu du match, la physionomie du match, c'est un match qu'on devait gagner. Il y avait la place pour arracher les 3 points. Mais sur une erreur, une mauvaise appréciation du gardien, on sort avec le nul. Moi, je dis, j'en veux pas au gardien, mais je dis, une grande équipe nationale, c'est aussi un grand gardien de but. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences défensives, mais le gardien peut être là pour sauver la situation. Et là, il faut qu'on essaie de régler ce problème. Quand vous voyez aujourd'hui des équipes comme le Cameroun, qui ont 2 grands gardiens, le Sénégal, c'est la même chose, 2 grands gardiens. Il faut, à la Côte d'Ivoire, 2 grands gardiens de but. Parce qu'on est là aujourd'hui, on mise sur Gouou. Mais le jour qu'il ne sera pas disponible, on fait comment? Voilà. Justement, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas suffisamment de compétition autour du poste du gardien de but. Bon, je pense que le débat sur le gardien de but, en comparaison avec ceux du Sénégal ou du Cameroun, il faut reconnaître également que ces gardiens-là font partie de grands clubs, donc ils enchaînent des matchs de très haut niveau. Quand vous prenez André Onana, il joue quand même à l'Ajax d'Amsterdam. Le gardien sénégalais aujourd'hui, il est à Chelsea. Donc ce sont des matchs à grands enjeux.
auquel il participe. Et ça participe à forger le mental, parce qu'un gardien, c'est vrai que c'est la technique, mais c'est surtout le mental. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, depuis un moment, n'a pas de très grands gardiens, mais est-ce que la Côte d'Ivoire a une très grande équipe également? Puisqu'on parle de reconstitution d'une équipe nationale, je ne pense pas. Sur le but face donc, à Madagascar, j'ai compté et j'ai analysé l'action. Il y avait quand même 8 joueurs dans la surface de réparation qui faisaient ombrage, on va dire, au gardien, qui n'a pas vu le début de la frappe. Et quand une frappe comme ça est mesurée à une dizaine de kilomètres c'est compliqué d'apprécier, d'aller chercher le ballon. Je ne dédouane pas Sylvain Gboro qui nous a donné de nombreuses frayeurs, mais derrière, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait un gardien qui soit prêt aujourd'hui, maintenant là, à aller challenger Sylvain Gboro, qui est quand même le gardien titulaire du TP Mazembe, il faut le rappeler, plusieurs fois vainqueur donc, du championnat RDC, également champion d'Afrique. Mais tant que les autres gardiens n'ont pas l'occasion de montrer ce qu'ils peuvent faire, est-ce que finalement on peut mesurer leur performance, leurs compétences? Adoumel? Oui, vous savez, le poste de gardien de but, il est spécifique. Hein. C'est un poste, je dirais, rare. Et rares aussi sont les fois où on peut avoir de très grands gardiens. Je suis d'accord avec lui quand il parle du Cameroun, qui a toujours eu de très grands gardiens de but. Mais avec Patrick Baumel, ce que je n'ai pas compris aussi avec ses prédécesseurs, c'est que même lors des matchs amicaux, quand vous remarquez, c'est Bobo qui reste toujours dans les buts. Il n'y a pas de changement et ça pose problème parce que si vous remarquez bien, si vous avez bien noté, lors du match contre le Cameroun ici en 2005, lors des éliminatoires de la CAN et du Mondial, quand l'entraînement Tizé Jean-Jacques s'est blessé, qu'on a mis Gérard Nyawa, vous avez vu ce que ça a donné et depuis lors, la Côte d'Ivoire ne s'était plus retrouvée. Vous reprenez l'histoire, vous allez en 2008 à la CAN, quand le gardien s'est blessé, Kopa s'est blessé, c'était Loboué qui jouait en Allemagne, qu'on ne connaissait pas, qui n'avait jamais auparavant gardé les buts des éléphants, qu'on avait mis, et puis on a eu les difficultés. Et donc, l'un mis dans l'autre, vous savez, on a toujours donc des difficultés. Donc moi, ce que je souhaite toujours, c'est qu'il faut qu'on mette en concurrence les gardiens des buts, surtout lors des matchs amicaux, pour faire une revue de presse, une revue de troupes, et puis avoir une idée donc de leur valeur. Maintenant, pour revenir aux chances des éléphants, est-ce que les éléphants peuvent se qualifier? Je dis oui. Nous sommes dans un système championnat. Et le système championnat, c'est soit 1 point chez l'adversaire, généralement c'est ce qu'on se dit, et puis 3 points à domicile. Mais 3 points à domicile, ce n'est pas aussi évident, parce que le Cameroun est venu nous battre ici, on se rappelle. Le Maroc est venu nous battre ici, c'était en 2017, on se rappelle. Le Gabon est venu nous battre. La Guinée du président Antonio Soare est venu nous battre ici. Vous comprenez que ce ne sont pas des garanties quand vous jouez à domicile. Maintenant, c'est la négociation. Aujourd'hui, quels sont les joueurs que vous appelez pour venir jouer? Il faut que ces joueurs-là, je l'ai toujours dit, un match de football se joue sur 4 plans. Techniquement, tactiquement, physiquement et psychologiquement. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Est-ce que ces joueurs-là remplissent ces 4 conditions? Justement, on allait vous poser la question plus tard. Est-ce que vous avez l'impression que nos joueurs sont suffisamment motivés? Mais moi, la réflexion, c'est que quand ces gens-là sont dans les clubs, ils sont époustouflants. Mais dès qu'ils arrivent ici, je ne sais pas. C'est comme donc il y a un problème. Il y a un problème. Ça dit, c'est psychologique, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils viennent en tourisme, mais souvent quand on en parle, on dit non, c'est des enfants des gens, il faut les laisser. Mais non, mais nous aussi, nous sommes des enfants des gens qui souffrons. Abdoulaye Traoré. Oui, voilà. Donc, nous voulons voir. C'est-à-dire que notre souhait le plus optatif, c'est de voir les éléphants gagner. Maintenant, quand vous jouez franchement, on se rappelle au temps des Troussis, Abdoulaye ne peut pas me dire le contraire. Quand vous voyez la SEC jouer et la SEC perd, vous vous rendez compte que la SEC, comme on dit, a bouillé vraiment, les joueurs ont mouillé vraiment le maillot. Mais ici, même dans les défaites, oui, parce que Troussi a fait 99 matchs sans défaite, il a battu un certain record, rappelons-nous. Donc, quand vous jouez des conditions dans lesquelles, par exemple, face à la Guinée, ou bien face au Gabon, nous avons perdu les matchs, vous vous rendez aisément compte qu'il y a une certaine facilité dans le jeu. Et ça veut dire quoi? Cela veut dire que, est-ce que ces joueurs-là, ils avaient envie de jouer? Est-ce que ces joueurs-là étaient-ils prêts? Remarquez par exemple que lors de notre dernier match, quand vous prenez par exemple un joueur comme
comment est-ce qu'il s'appelle Nicolas Pepe? Non, pas Nicolas Pepe, c'est lui qui joue à Pyramide en Égypte. Canon Wilfried. Canon Wilfried, qui depuis un moment ne jouait pas en club. Vous avez vu qu'ici, il n'a pas joué, mais au retour, il a joué. Mais vous avez vu les erreurs qu'il a pu bien commettre. Est-ce que vous voyez? C'est tous ces éléments-là qui, moi, je pense, doivent être corrigés. Quand vous venez en sélection, je pense qu'il faut avoir des joueurs en forme et il faut avoir la volonté de pouvoir jouer pour son pays. Absolument. Parce que quand on choisit les matchs, je termine, quand on choisit les matchs, comme certains le disent, avec Zaha, qui, lorsqu'il arrive, il a toujours quelque chose, il ne joue pas, et puis quand il va, les 2-3 jours qui suivent, il va en club, il est époustouflant. Donc c'est tout ça là qu'il faut, c'est autour de tout ça qu'il faut mener une réflexion pour pouvoir trouver des... Absolument. Abdoulaye Traoré Ben Badi, vous qui avez été, vous qui êtes une légende du football ivoirien, quand vous regardez vos jeunes frères jouer, quel est le sentiment qui vous anime? Vous avez l'impression qu'ils sont motivés à mouiller le maillot pour la nation? Pas trop la motivation, c'est une remarque personnelle. Sur le plateau ici, tous ces journalistes ont dit c'est des critiques constructives. Vraiment, c'est des gens qui sont proches de l'équipe et qui suivent l'équipe de bout en bout. Donc vraiment, moi, je crois qu'il faut qu'on prenne ça en compte. Et vous savez, l'équipe nationale, c'est tout un état d'esprit. Tu as beau être bon dans ton club, mais l'équipe nationale, c'est un autre état d'esprit. Ce que vous dites, ça les dédouane. Ça veut dire qu'on peut être bon là-bas et ne pas être bon en équipe nationale, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas motivé. Voilà. Mais non, il y a la motivation dessus. Hein. Vous savez, il y a plein d'exemples quand j'étais en activité, surtout pour l'équipe nationale. On avait un capitaine qui était... Le capitaine était très important dans le milieu de terrain, mais lui, sa force, c'est aller au contact. Mais dès qu'on a senti qu'il avait mal à la cheville, on s'est réunis tous avec l'entraîneur, on dit non, le prochain match, c'est un match de contact, il ne pourra pas jouer. Donc il a compris qu'il ne peut pas jouer, donc il s'est mis de côté, on a mis quelqu'un de plus frais, qui a fait la différence. Donc c'est dit que faut qu'il se rachète, parce que on ne sent pas, eux, comment on le dit, la grinta. C'est des pros, hein. Ils jouent en Europe, ils font ce qu'ils font, mais je crois qu'il est important comme on le dit, de mouiller le maillot. De mouiller le maillot dans tous les sens. Parce que quand on voit le match de Madagascar, à Madagascar, le match retour, on s'est dit que peut-être aussi l'entraîneur aurait pu prendre des risques. Ça fait partie de la absolument, vie. Voilà. Absolument. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on nous montre un autre visage, parce que c'est bien beau qu'ils soient tous des pros, mais il faut que ça se ressente sur le terrain. Très bien. Je voulais demander, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des joueurs qui rusent, qui trichent? Bon, tricher, c'est trop dit, mais je pense que certains, quand ils viennent en équipe nationale, ils viennent en vacances. Alors que venir jouer en équipe nationale, ce n'est pas venir en vacances. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les joueurs dans le même panier. Il y a des joueurs qui viennent, ils sont performants en club. Quand ils viennent en équipe nationale, ils sont aussi performants. Un garçon comme Gradel, quand tu le vois en club, quand il vient en équipe nationale, même Gervais, c'est la même chose. Par contre, il y a certains joueurs... Maintenant, moi, je pense que ça, c'est le rôle de l'entraîneur. L'entraîneur doit franchement doit être ferme. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez déjà... Au niveau du poste latéral droit, il faut qu'il établisse une concurrence. Parce qu'un garçon comme Serge Aurier, excusez-moi, mais moi, depuis quelques années, il n'est plus performant avec l'équipe nationale. Quand tu le vois jouer, c'est une diva. Et je pense que là, c'est l'entraîneur qui doit remettre ce garçon sur de bons rails et instaurer une concurrence. Parce que lorsqu'il saura qu'il y a une concurrence, je pense qu'il va se remettre dans le bon sens et jouer crânement. Quand tu regardes un peu dans l'As, aujourd'hui, il y a des garçons comme Boli qui viennent, Sinali et autres. Qui ont fait bonne impression aux dernières sorties. Donc il y a une pression sur les Eric Bailly, les Wilfried Canon et autres. Vous voyez là déjà. Mais au poste de latéral droit, je pense qu'il faut instaurer une vraie concurrence afin que Serge Aurier puisse se réveiller. Même au niveau du gardien de but, tout à l'heure on en parlait, c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a certains qui viennent... qui a joué à Chelsea, il ne peut pas faire une bonne doublure pour Bongo. Déjà, il est troisième gardien quand il arrive, il était blessé
donc avant cette double confrontation. Et puis en équipe nationale U23, il n'est pas le premier, il n'est pas le gardien numéro 1, il a quand même tapé Ira Eliezer. Donc à un moment donné, il va falloir respecter également la hiérarchie établie parce que tapé Ira Eliezer, le gardien titulaire de l'équipe olympique, ira jouer donc les Jeux olympiques. Quand on parlait tout à l'heure donc de grandeur de notre équipe nationale, ce que je disais, on n'a pas forcément une grande équipe. On a une équipe qui a... Moyenne peut-être? Très, très moyenne. Parce que le niveau en club, et Abdoulaye Traoré le dira, n'est pas le même que celui en sélection. En sélection, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Il y a des exigences qu'il faut avoir au niveau technique et physique, et mental également. Et ces joueurs-là, ce sont de très jeunes joueurs qui, pour la plupart, n'ont même pas encore atteint la vingtaine de sélections. Donc ça également, ça compte dans la prise en compte donc, de leur performance en équipe nationale. Je ne les dédouane pas en termes d'abattage, en termes d'envie, parce que quand vous n'avez pas le bagage technique ou que physiquement vous êtes moyen, eh bien, c'est la volonté que vous démontrez sur le terrain pour votre coach, mais également pour les spectateurs qui permettent de mieux vous juger. Et quand maintenant on parle d'une équipe de Côte d'Ivoire qui devrait doubler ses postes, parce que Charles Diomandé parle du poste de latéral droit, aujourd'hui, si on nous demande de faire une hiérarchie au poste de latéral droit, ce sera difficile pour nous de trouver 2 voire 3 joueurs derrière ces joueurs qui ont certainement le même coffre, le même bagage, la même compétence, tout simplement. Charles, votre avis là-dessus? Ouais, écoutez, quand il dit que ce sera difficile de trouver, je ne partage pas trop ce point de vue. Tout à l'heure, tu as parlé des U23. Les U23, c'est l'antichambre pour atteindre qu'on appelle l'équipe A. On a tous vu, tu étais présent à Doumel, à la CAN en Égypte, nos 2 latéraux, Ouattara-Dié et qu'on appelle Nyaka. Silas. Ouais, Nyaka Silas, le petit à gauche. Mais c'est vrai qu'ils ont un gros potentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas l'âge, c'est le talent. Ouattara-Dié, moi, il m'a impressionné. C'est maintenant ces garçons-là, il faut les emmener vers la sélection pour qu'ils puissent déjà humer le parfum, pour qu'ils puissent se fondre dans le moule. Et moi, au niveau du poste de latéral droit, je pense qu'on peut en trouver ici, même dans le championnat local, on peut en trouver. Il suffit de les mettre en confiance, parce que ce n'est pas l'âge, c'est le talent. Lorsque le joueur est talentueux, il y a le niveau aussi, Abdoulaye Ben Badi, il a commencé à jouer en équipe nationale à l'âge de 16 ans, 17 ans. Mais attends, à 16 ans, un peu comme Diego Maradona. C'est un génie. Lui, c'est un peu comme Diego Maradona. Très bien, monsieur. Alors, on a parlé... Donc, c'est pas l'âge, c'est le talent. Très bien. Alors, on a parlé du compartiment des latéraux, on a parlé du gardien de but, on va parler tout à l'heure du milieu de terrain. Ce sera après cette courte pause. Ce soir, nous parlons exclusivement de football. Alors, nous en étions à l'étape de l'autopsie de notre équipe nationale. On a parlé du gardien de but, on a parlé des latéraux, des libéraux un peu. Qu'est-ce que vous pensez de notre milieu de terrain, Adoumel? Bon, écoutez, je pense que le milieu, il n'y a pratiquement pas de problème au milieu. Moi, ce que je dis toujours, c'est le choix des hommes. Et je suis d'avis avec Choualou, c'est là je reviens un peu en arrière pour dire qu'au niveau même des latéraux, vous avez un joueur comme Akpa Pro qui a été formé au milieu du terrain, mais qui après est revenu quelque peu latéral droit. Et de tout temps, même à Toulouse, c'est latéral droit. Il a toujours évolué, même au sein de la sélection, à un moment, les bouts de match, latéral droit. Alors, pourquoi ne pas prendre le risque, comme on le dit? D'ailleurs, ce n'est même pas un risque de le faire jouer parce qu'il y est habitué. Donc, il faut l'essayer à ce poste. Et puis, quand il y a un match amical, je dis toujours, il faut permettre aux joueurs d'avoir suffisamment de temps de jeu. On ne peut pas faire venir un joueur et puis qui est supposé être remplaçant, la doublure de quelqu'un, et puis on lui donne 5 minutes, 3 minutes. Vous allez obtenir quoi de lui? Il faut donc mettre les joueurs, lui donner suffisamment de temps de jeu. Ensuite, fouiller au niveau des équipes de jeunes. Vous avez aujourd'hui les cadets, des juniors, l'équipe 23. Aujourd'hui, dans l'équipe des U23, on peut avoir un latéral droit. N'est-ce pas? Même s'il évolue dans un club au Qatar ou quelque part, il faut suivre ses performances et lui donner l'occasion de venir dans le moule chez les éléphants. Et c'est comme ça qu'il peut s'habituer et puis aller.
qui a un match amical contre la Belgique et que vous lui donnez 45 minutes de jeu, je crois qu'il s'est fait déjà une idée et il est regaillardi et ça le motive et puis bon, il peut évoluer. Il recherche ses marques, on le corrige quelque peu et puis bon. Il peut évoluer. Mais quand vous ne le faites pas et qu'à un certain moment, vous êtes, c'est quand vous êtes embarrassé, c'est quand vous avez des difficultés que vous le plongez dans le moule, je crois qu'il ne peut pas se retrouver. Bon, maintenant, pour parler des milieux du terrain, je pense qu'il y a des joueurs comme Franck Kessié, il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés. Vous savez, depuis Robert Nouzaré, jusqu'à Camara et même à cet entraîneur, tous ceux qui sont passés, que ce soit, je dirais, Henri Michel, Hervé Renard, Michel Dussuet, ils ont toujours déniché des joueurs, n'est-ce pas, pour la sélection. Donc, comment est-ce qu'il s'appelle le sélectionneur actuel, Baumel, Patrice Baumel, peut nous trouver des latéraux, aussi bien à gauche et à droite, surtout à droite, pour pouvoir faire l'affaire. Mais sinon, le milieu, je pense qu'il y a de nombreux jeunes qui sont là, qui sont dans l'antichambre, qui peuvent exploser, qui vont exploser. Et je pense que cela s'est prouvé lors du match à Madagascar. Et la première période, on aurait pu tuer le match si il n'y avait pas une certaine facilité dans la manière de jouer. Je pense que, faut le dire tout net, hein, depuis la période de Serge Magui-Alain, à un degré moins dit Serge, et puis Yaya Touré, la Côte d'Ivoire n'a plus ce grand milieu de terrain là, créateur. La preuve, on marque des buts par à coup. On n'a plus de grand milieu de terrain. Les entraîneurs mettent leur système de jeu en place, mais les systèmes de jeu ne valent que ce que font l'animation, que font les joueurs. Aujourd'hui, les systèmes de jeu, c'est quoi? 3-5-2, 4-4-2. Véritablement, avec ces systèmes-là, on n'a plus besoin d'un véritable meneur de jeu. Et la Côte d'Ivoire souffre véritablement d'un meneur de jeu. Le dernier match des éléphants à Madagascar, on a transformé un milieu défensif en milieu créateur. Et vous pensez à qui? Franck Kessié? Franck Kessié. C'est Franck Kessié qui a fait le boulot. Et c'est un de ces rares matchs vraiment extraordinaire qu'il a fait à Madagascar, parce que la Côte d'Ivoire souffre d'un véritable créateur. Là, il faut en trouver véritablement avant que ça ne soit trop tard. Ben Wadi? Ben, je voulais, moi, m'adresser à Franck Kessié et lui dire que c'est le moment. C'est le moment de prendre ses responsabilités. C'est bien beau qu'on voit tous les matchs avec le Milan AC, mais il est temps, parce qu'il a des potentialités, en lui, il a des atouts pour être le patron de cette sélection. Donc, il est temps qu'il prenne ses responsabilités pour être le patron de cette équipe nationale. Un mot rapidement sur deux joueurs, précisément, Nicolas Pepe et Wilfried Zaha. Nicolas Pepe, bon, moi, je pense que Nicolas Pepe, pour l'instant, n'a pas encore le niveau international. Quand je parle de niveau international, c'est en équipe nationale tout simplement. Parce que les exigences de l'équipe nationale, eh bien, il ne les respecte pas, que ce soit dans l'intensité. On a l'impression qu'il est un peu crispé en équipe nationale. Oui, il est beaucoup tendre. Hein. Il est beaucoup tendre. Les techniciens vous diront qu'il n'a pas encore 20 sélections, donc il ne s'est pas encore imprégné. Mais moi, je dis qu'il a un talent fou. Il gagnerait tout simplement à avoir un peu d'humilité pour se fondre dans le bain, se fondre dans une équipe et de jouer pour l'équipe au lieu de jouer pour lui-même. Parce que je sens un joueur qui a besoin de se mettre en confiance, qui garde trop longtemps le ballon et qui met très souvent ses coéquipiers dans les mauvaises postures. Donc, à lui, maintenant, de se libérer, parce que les sélectionneurs qui se sont suscités depuis, quand même, Michel Dussuet, lui font confiance. Aujourd'hui, il est à Arsenal, c'est pas rien. Il doit quand même porter cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Même Arsenal, il n'est pas toujours dans une situation reluisante. Nicolas Pepe, moi, je pense que ce sont ces échecs au niveau de l'Arsenal, malheureusement, qui le suivent. Il n'a pas encore fait de marques et références avec les éléphants de Côte d'Ivoire, malheureusement, pour Nicolas Pepe. Il faut qu'il se réveille. Il est jeune, il a une bonne marge de progression devant lui, donc il faut qu'il se réveille rapidement pour être le leader d'attaque. Concernant Wilfried Zaha, je pense que c'est un garçon qui ruse un peu avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'on l'appelle, il a toujours rusé. Il faut qu'il nous dise la vérité à un moment donné. Dernièrement, ce qui était en question, c'est que son épouse devait donner naissance. Bon, c'est une des raisons parmi tant d'autres. Je pense qu'il faut que Wilfried Zaha nous dise clairement si... On a l'impression qu'il ruse avec tout le monde. Pourtant, quand il est sur le terrain... Quand il est à Crystal Palace, mais il est flamand. Mais pourquoi quand il arrive ici, chaque fois qu'on l'appelle, il a toujours rusé. Il faut que le coach tape du poing sur la table. Oui, Adoumel, rapidement. C'est ce que je disais tout à l'heure, Ali. Vous savez, il n'y a pas mille manières de détecter un certain nombre de choses. J'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux la polémique. La polémique autour de ces nombreuses absences. Moi, je dis que c'est
la répétition qui pose problème. Quand on dit qu'il a son épouse qui doit accoucher dans 2 jours, 3 jours et qu'il a besoin de... C'est tout à fait normal, on lui donne la permission. Nous sommes des êtres humains, nous devons accepter un certain nombre de choses. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas aller de ne pas assister son épouse qui doit accoucher dans quelques jours ou dans quelques semaines. Mais il faut le dire avant. Mais ne pas venir et puis maintenant dire que mon épouse a tel problème, je dois repartir. Bon, tu vois, ça pose problème. Ça dit qu'à les dates sont trop rapprochées. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que depuis 2017 à aujourd'hui, il n'a participé à aucun match des éliminatoires. Il n'y a que les Coupes d'Afrique. C'est ça qui pose problème. Alors, à un certain moment, l'autre l'a dit, il faut qu'il se détermine. Et soit il joue avec l'équipe nationale, avec tous les matchs, ou à un certain moment, il se met totalement à l'écart. Maintenant, pour ce qui concerne Pépé, il a l'état encore brut, il faut le façonner. Mais qui doit le façonner? Je pense que c'est un club ou même avec l'équipe nationale. Est-ce que vous pensez qu'il est encore sous l'effet de la pression de son dernier transfert? Qui ça? Nicolas Pépé. Non, mais vous savez... Parce que les médias français, notamment, ont été dithyrambiques à son égard. On a parlé d'un joueur... Non, mais il faut comprendre les Français. Non, c'est normal parce qu'il a quitté le championnat français qu'il animait très bien pour aller ailleurs. Est-ce que c'est pas cette pression-là, justement, ils ne sont pas à l'aise. Lourde sur ses épaules? Non, ce n'est pas cela. La presse française a beau faire des critiques, mais il faut le dire. C'est parce qu'ils ne le voient plus, ils ne vont plus le voir, je veux dire, dans le championnat français. Oh, c'est un grand animateur. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit en club ou en sélection, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il est trop tendre, il tente à conserver le ballon, il tente à jouer pour lui-même. Vous avez, on a l'impression qu'il est au petit Maracana, il est en train de faire le petit jeu, il joue. Bon, c'est tout ça là qui embarrasse en fait. Sinon, il a du talent. Quand on le voit jouer, il a du talent. Et quand il se décide à jouer véritablement et réellement, je crois qu'il fait des dégâts. Dans la défense j'ai quelques petites informations D'accord, rapidement. Parce que concernant son absence avec l'équipe nationale, je crois qu'il en avait parlé bien longtemps avant même que son nom soit inscrit sur la liste. Et c'est le sélectionneur qui a décidé de le garder sur la liste alors qu'il était informé que la femme donc de Wilfried allait accoucher dans quelques jours. Il faut dire également qu'il habite, lui et sa femme, seuls à la maison, donc il ne pouvait pas l'abandonner pour l'équipe nationale, alors qu'il avait déjà prévenu donc, le sélectionneur. Mais ce qui se passe avec Wilfried Zaha, c'est que c'est récurrent, que voilà ses absences. Maintenant, ouais, il a déjà participé à un match quand même des éliminatoires de la Coupe d'Afrique face à Centrafrique. J'allais demander. Écoutez, d'abord, c'est 2 cas différents. Michel Pépé... Nicolas. C'est ma collègue. Allez-y. Nicolas, vous savez, la CAN 2019, il devait signer un contrat. Il ne savait pas où aller. Il était en pleine CAN. Et c'est là que je pense que l'entraîneur d'alors n'a pas su jouer avec la situation de Nicolas Pépé. Parce que c'était compliqué pour lui. Bon, il avait la pression, il devait aller à Arsenal, tout le monde le voulait, Paris le voulait, tout le monde le voulait. Bon, est-ce que ce garçon-là allait mettre le pied? Ce n'était pas évident. Donc la CAN, il est passé à côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, après, c'est à lui de revenir sur terre, de se fondre dans le moule. Parce que l'équipe nationale, c'est comme tout à l'heure Abdoulaye le disait, c'est différent des clubs. C'est notre état d'esprit. C'est vrai qu'à Lille, il avait des joueurs autour de lui qui jouaient souvent pour lui. À Arsenal, il a encore d'autres joueurs autour de lui. Mais en équipe nationale, on le voit comme l'une des promesses de notre football. Donc c'est à lui maintenant de se fondre dans le moule, d'être prêt moralement. Parce que c'est vrai, quand tu le vois jouer, c'est un goût d'inachevé. Il n'y a pas cette envie, cette volonté, cette détermination, cette rage de vaincre. L'équipe nationale, c'est autre chose. Donc je pense qu'il est encore jeune, mais on est vraiment patient, on est impatient plutôt de voir le grand Nicolas Pépé. Très bien. Mais Wilfried Zaha, c'est vrai, vous savez, les Africains, souvent, on est dans l'émotion. L'Afrique est différente de l'Europe. Le mec, sa femme doit accoucher. L'entraîneur le savait très bien.
comme tout à l'heure Patrick l'a dit, il vit avec son épouse. Ils sont 2 à la maison. Mais, vous savez, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas chez nous ici où ta femme doit accoucher, puis le mec qui se promène en train de se promener à Yopougon, ce n'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des réalités européennes qui diffèrent des réalités africaines. Vous estimez qu'on devait être plus indulgent avec lui? Oui, sur ce plan. Le coach n'a pas le convoqué. Sur ce plan. Mais le coach, il est intervenu sur ce sujet. Il ne l'a pas condamné. Il ne l'a pas condamné, le coach. Absolument. Donc, voilà. Maintenant, sur d'autres plans, c'est vrai que souvent, il joue souvent les divas. Souvent, il se fait souvent désirer. Mais là aussi, il faut qu'il puisse se ressaisir et que son entourage aussi puisse lui parler. Parce que ça, c'est important. L'entourage du joueur, le clan. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils ont l'entourage, il y a le clan, il y a la famille, il y a tout le monde, les frères qui sont là, puissent lui parler. Parce que c'est aussi un des espoirs du football ivoirien. On a besoin de lui. Maintenant, c'est à lui maintenant de s'imprégner des réalités africaines. Parce que, vous savez, ces jeunes-là, excusez-moi, je ne vais pas stigmatiser les binationaux ou autres, je ne vais pas faire de stigmatisation, mais ils n'ont pas la même mentalité que certains qui ont été formés ici, comme les Gervais, les Gradel, lorsqu'ils savent très bien que quand ils viennent en équipe nationale, c'est tout un peuple qui est là, qui les attend, etc., etc. Ils n'ont pas cette mentalité-là. Donc c'est au fur et à mesure, ils vont s'imprégner des réalités ivoiriennes. Maintenant, c'est à eux. Moi, je crois que c'est important de le dire. Il faut que l'entourage, le clan, puisse lui parler afin qu'il puisse se fondre dans le moule de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a un autre joueur... Allez, vous permettez. Oui, en 30 secondes, rapidement, parce que nous devons passer à un prochain sujet. Oui, allez-y. Oui. Ce que je veux dire, c'est que nul n'est contre, contrairement peut-être à l'idée qui veut être véhiculée, nul n'est contre le fait que Zaha ait obtenu une permission pour aller assister sa femme. Non, loin de là, ça peut arriver à tout le monde. Mais je dis, comme c'est récurrent, et ça, tout le monde l'a noté, tout le monde l'a dit, parce qu'on ne peut pas accepter que le sélectionneur soit au courant d'un fait et qui, malgré tout, le convoque. C'est ce qui choque un peu les Ivoiriens. Et comme c'est récurrent, et que sur peut-être 10 matchs, 15 matchs avec la sélection ivoirienne, il n'a répondu qu'à un seul match, c'est pourquoi ça choque entre griffes. Sinon, nul n'est contre lui. Absolument. Voilà, c'est la précision que je voulais faire. Alors, Abdoulaye Traoré Ben Badi, il y a un garçon qui suscite de l'espoir, dont tout le monde a parlé, Sébastien Haller. Votre regard là-dessus, vous, en tant que grand attaquant? Oui, pour moi, c'est un attaquant d'avenir. Il a démontré au match aller contre Madagascar ici qu'il a le sens du but. Donc, il faut lui laisser le temps. Il faut qu'il travaille toujours. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le sélectionneur, il a un effectif, mais il n'a pas encore d'équipe. Donc il faut créer les conditions pour qu'il s'exprime encore mieux. Et pour moi, je l'ai vu jouer la dernière fois, il a de l'avenir. Donc il faut créer des situations positives autour de lui pour qu'il s'exprime mieux. Charles, il peut être notre leader d'attaque? Oui, il peut être notre leader d'attaque à une seule condition. Si autour de lui, il y a une bonne animation. Absolument. Une très bonne animation, parce que c'est vrai, même si tu envoies Didier Drogba ou tu envoies Maradona et qu'il n'y a pas une bonne animation autour de lui, c'est zéro. Quand tu le vois jouer, il a un potentiel énorme. Son jeu en pivot, son jeu de tête, ses mouvements, ses appels de balles. Mais là, c'est vrai, il a la qualité, mais il faut une bonne animation autour de lui. Et puis là, c'est pourquoi je dis souvent que, tout à l'heure, on parlait des milieux de terrain. C'est vrai, aujourd'hui, le créateur, tu as parlé de créateur dans le milieu de terrain, mais c'est une espèce en voie de disparition. C'est une espèce en voie de disparition. Les vrais numéros 10, on n'en trouve pas comme ça. Style Ronaldinho, Zidane, on n'en trouve plus. Maintenant, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'animation du jeu. C'est souvent les latéraux, les joueurs de couloir qui assurent l'animation. Moi, j'ai vu à la CAN 98 au Burkina Faso, l'équipe des Pharaons d'Égypte planer sur la CAN, mais avec 2 latéraux qui assuraient l'animation. C'est eux qui assuraient tout. Et les équipes comme ça, qui n'ont pas de vrai numéro 10, mais qui ont des latéraux, qui ont des joueurs de couloir qui assurent l'animation. Donc, à Haller, il faut vraiment une bonne animation autour de lui afin de le rendre le plus performant. Très bien.
Oui. Oui, j'aborde dans le même sens que lui. Il est pimpant, il plaît à voir quand il évolue sur la pelouse. En tout cas, il est performant. Je pense qu'il a de l'avenir s'il travaille bien, s'il se met consciencieusement au travail. Mais Guy, pour terminer ce sujet. Il ne faut pas aussi qu'on soit dans l'émotion, comme l'a dit tout à l'heure, je suis allé demander pour sa première touche de balle quand il est rentré contre Madagascar, ici, à Ebempe, tout le monde a su que voilà l'avancement qu'on cherchait. Mais il faut aller lentement et sûrement parce qu'avec Jonathan Kodjo, on a connu ça. Il nous a marqué quelques rares buts ici au stade de Boaké. Et puis après, il est rentré dans les C'est dur à dire, des rares buts. Oui, mais il est rentré dans les rangs. Non, mais lui, Sébastien, à l'heure, je pense qu'il a les dispositions pour être un grand Tabassa. Mais il ne faut pas être euphorique jusqu'à ce moment. Non, après, c'est vrai, tu dis que parle de... On n'est pas euphorique. On n'est pas euphorique. Mais le cas de Jonathan Kodjo, il faut reconnaître aussi qu'il a eu des blessures. Des blessures, oui, c'est ce que je voulais souligner. C'est vrai, oui. On s'interrogeait même s'il allait pouvoir encore jouer au football. Ça, c'est vrai. Très bien. Voilà, donc il faut... Très bien. Monsieur le Président sortant de la CAF est suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football. Mercredi, le mis en cause a réagi aux accusations de détournement par le comité éthique de la FIFA. Il juge la décision impartiale, incompréhensible et choquante. D'ailleurs, son équipe annonce un recours devant le tribunal arbitral du sport, le TAS, un sujet de Salif Yalekwe. Je conteste la sanction qui a été prononcée. Au-delà de mon cas, c'est l'autodétermination du football en Afrique qui est attaquée. Ainsi a réagi via un tweet Ahmad Ahmad, le désormais ex-président de la Confédération africaine de football, sanctionné lundi dernier par le comité éthique de la FIFA. Un communiqué de presse dans la même veine dénonce une décision choquante. Cette décision n'a pas été rendue de façon juste et impartiale. Au cours des mois d'enquête menés par la chambre d'enquête de la commission d'éthique de la FIFA, dirigée par Mme Maria Claudia Roras, contre la Confédération africaine de football et son président, de nombreux procédés surprenants ont été relevés. Il résulte de ces irrégularités que les faits ont été présentés de façon largement contestable et contestés par la chambre d'enquête à la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Un appel sera donc fait devant le tribunal arbitral du sport afin de contester cette décision incompréhensible et choquante. Cet appel sera par ailleurs assorti d'une demande d'effet suspensif afin de ne pas aggraver le préjudice subi par le président Ahmad et lui permettre de mener campagne en vue de sa réélection à la présidence de la CAF. Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football CAF, est interdit depuis lundi de toute activité relative au football pour une durée de 5 ans, avec une amende de 185 000 €. Cette décision portait sur le comportement de Ahmad Ahmad sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque Umrah, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. Monsieur Ahmad Ahmad estime que cette décision est injuste. Comment vous réagissez, Cholet Diomandé? Écoutez, il parle d'autodétermination. Tout ça, aujourd'hui, ce qui est dommageable, lui qui a été adoubé par la FIFA, parce qu'il est arrivé à la tête de la Confédération grâce à l'appui de la FIFA et du Maroc. Et maintenant, aujourd'hui, s'il y a des faits qui lui sont reprochés, c'est son droit d'aller au TAS. Mais je pense que, vous savez, les faits qui lui sont reprochés, d'abord, le premier fait, c'est l'histoire de la Mecque. Organisation de pèlerinage, oui. Pèlerinage, il a envoyé des membres du comité exécutif de la CAF et des présidents de fédérations à la Mecque. Mais là, déjà, depuis 2019, cette affaire était déjà engagée. La FIFA lui demandait des comptes. Sur quel fonds il avait organisé tout ça. Bon, est-ce qu'il a eu le temps de se justifier, d'apporter les preuves? Ça, c'est autre chose. Maintenant, deuxièmement, il y a eu l'affaire d'équipementier. On se souvient tous de cette affaire-là, où il a changé d'équipementier et le nouvel équipementier est un de ses proches. Donc ça pose un problème d'éthique et de morale. Un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts. Ensuite, on se souvient aussi de l'affaire Lagardère. C'est vrai que l'affaire Lagardère, ce n'est pas sous lui. Il a hérité de cette affaire. Mais à un moment donné,
je pense que Hamad, il était mal barré. Il était mal barré parce que moi, j'ai vécu un truc qui était incroyable à la CAN 2019. Qu'est-ce que vous avez vécu? À la CAN 2019, à la veille de la finale, je vois que le site de la CAF nous dit que voici les arbitres qui ont été désignés pour la finale. Et à la grande surprise, le lendemain, la CAF fait un communiqué pour démentir ça. Mais comment cela peut être possible? Ça veut dire que Hamad ne maîtrisait plus son affaire. Parce que moi, en 10 Coupes d'Afrique, j'ai vécu 10 Coupes d'Afrique des Nations, je n'ai jamais vu ça. C'était la première fois de vivre un tel truc. Moi, ça m'a paru bizarre. Maintenant, est-ce qu'il était bien entouré? Est-ce que son travail n'a pas été saboté? Parce qu'il y avait une guéguerre, il était pris entre le marteau et l'enclume, entre le conflit Maroc-Égypte. Bon, il n'a pas pu s'en sortir. Moi, je ne suis pas surpris. Maintenant, il va aller au TAS, c'est son droit. Mais une chose est certaine, c'est que lui-même aussi, il a prêté le flanc. Parce que quand tu as été adoubé par la FIFA, et que c'est cette FIFA aujourd'hui qui te lâche, et c'est la commission d'éthique indépendante de la FIFA. La commission d'éthique indépendante, donc elle a sans doute les éléments qui plaident pas la faveur d'Hamad. Je pense que là, il paye cash. Voilà. Très bien. Oui, Amégué. Je pense que l'histoire d'Hamad Hamad, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Il était venu au départ avec de grandes intentions. Il était venu nettoyer la maison CAF. Malheureusement, lui, il se laisse emporter par toutes ces difficultés. Je pense que c'est bien dommage pour le Malgache qui, sous Issa Hayatou, on avait reproché beaucoup de choses à Hayatou. Lui, il est arrivé. En tant qu'un moralisateur, malheureusement, il se laisse avoir. C'est vraiment dommage. C'est sous sa gouvernance qu'on a vu beaucoup de difficultés au niveau de la Confédération africaine de football avec, rappelez-vous, cette rencontre, cette finale entre l'Espérance de Tunis et le WAC, qui a été rejouée pour une affaire de VAR. Je pense qu'il a, sur plusieurs plans, ce monsieur il a échoué lamentablement. Patrick Guité, Hamad Hamad a fait appel. Est-ce qu'il a encore des chances? Oui, il a des chances. Parce qu'il a fait appel, parce qu'il indique qu'il est innocent, parce qu'il indique qu'il y a eu des vices de procédure, parce qu'il y avait une entreprise d'audit qui était employée par la CAF et que c'est la même entreprise aujourd'hui qui poursuit, en tout cas, Hamad Hamad, avec donc des documents. Donc je pense qu'il a des chances. Maintenant, après, quand est-ce que la décision sera donnée? C'est là toute la question, parce qu'on sait qu'un procès auprès du TAS peut durer des années, voire des mois, alors que l'échéance qui arrive, c'est mars 2021, avec l'élection donc du nouveau président de la CAF, une élection pour laquelle lui, il était également annoncé comme candidat. Et c'est là l'enjeu, parce que quel que soit le résultat, quelle que soit la décision donc, du TAS, lorsqu'on passera le cap donc, du 21 mars, ça sera cuit pour lui. Absolument. Adoumel? Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est la période choisie pour l'éliminer de la course. Hein. J'ai remarqué que le contrôle a eu lieu en 2018 et en 2019. Donc, on attend à quelques mois des élections, du dépôt des candidatures pour annoncer une telle décision. C'est ça qui me gêne. Selon les éléments à ma possession, parce que j'ai quand même un document par rapport à la MEC, les dépenses de la MEC avec les noms de toutes les fédérations, si tant est que c'est cela et que les tests ne permettent pas, évidemment, il n'a pas eu une bonne gestion de ce côté. Et il est tout à fait normal qu'il soit exposé, qu'il subisse la rigueur de la loi. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce qu'il a des chances? Ça, c'est un autre débat. C'est une décision de justice. Et avec les décisions de justice, il faut être, je dirais, il faut faire attention. Il faut aller mollo, comme on dit, pour éviter... oui, pour éviter certaines choses. Parce qu'on a vu, hein, avec Tata Avlessi, l'ancien président de la Fédération togolaise de football, qui a gagné son procès contre, comment est-ce qu'on appelle, contre la CAF,
après la CAN 2007 des cadets. Et il avait été suspendu, il a été réhabilité. Le TAS, je vais dire, lui a donné raison. On a vu la Tunisie, on a vu le Maroc, tout cela qui ont eu. Il y a des clubs ou des joueurs ou choses qui ont eu raison de leur confédération ou de leur fédération. Donc il faut aller lentement, il faut le dire, il faut faire les choses avec tact, parce que dans cette histoire, ça sent quand même le complot. Ça sent le complot quand on lit de part de... Comment vous pouvez accepter ou comprendre que cette décision déjà qui devait tomber était déjà pendant, je veux dire, était déjà dans les box, dans les allées des journaux français, dans certaines fédérations et même dans certaines chancelleries et tout ça là. C'est tout ça qui fait que moi, je me pose de nombreuses questions autour de cette affaire. Et remarquez que c'est toujours la veille des élections qu'il y a des problèmes de gestion de gouvernance. De gestion de gouvernance, ou quand on veut éliminer quelqu'un. Regardez par exemple le cas Jacques Anouma, une loi Raourawa bizarre qui est venue l'éliminer. C'était la veille d'une élection. Et quand vous prenez plein d'autres affaires, je crois que c'est toujours la même chose. À un certain moment, même à la FIFA, quand il y a eu, comment est-ce qu'on appelle, le vote pour le choix de l'organisateur de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, on avait trouvé qu'il y avait eu fraude. On a même mené des enquêtes. Jacques Anouma a subi comment est-ce qu'on appelle a été l'objet d'une enquête, heureusement pour lui, qu'il a été blanchi. Je veux dire qu'il n'a pas eu de faute. Même le gars, Issa Hayatou, il avait fait l'objet d'une enquête et tout ça. Mais c'est toujours, il faut toujours, quand il y a des élections, on structure les ménages pour trouver un alibi. Vous avez l'impression qu'il y a des manœuvres pour éliminer des candidats. Voilà. Vraiment, c'est pas sérieux. Pendant le cadre d'Ahmad Ahmad, on sentait la décision venir, puisque des très proches d'Ahmad Ahmad, des membres même du comité exécutif ou des proches des membres du comité exécutif ont déposé leur candidature. Donc, on était tous étonnés pour dire, si Ahmad Ahmad est candidat, il y a certaines personnes qui ne devraient pas poser leur candidature. Donc, vous avez raison. Mais ils sont ambitieux aussi. Excusez, ils sont ambitieux aussi. Je comprends très bien. Oui. Et parmi ces ambitieux, il y a Jacques Anouma, qui vient de bénéficier justement de l'appui du gouvernement ivoirien, qui a décidé de soutenir sa candidature à la présidence de la CAF. Élection qui aura lieu, vous l'avez dit, le 21 mars prochain à Rabat, au Maroc. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres tenu mercredi. Je vous propose de voir ce sujet, on en parle juste après. Jacques Anouma aura l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans sa course pour la présidentielle de la CAF, Confédération africaine de football. Le Conseil des ministres de ce mercredi a acté ce soutien. Le président de la République a donné des consignes fermes, selon le porte-parole du gouvernement, afin que tout soit mis en œuvre pour réaliser cette ambition de l'ancien président de la FIF. Une ambition qui est aussi celle d'une Côte d'Ivoire conquérante. Notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anouma, a fait acte de candidature à la présidence de la CAF, fêtière et instance de prise de décision dans le domaine du football sur le continent africain. Le Conseil a décidé d'apporter le soutien de l'État à la candidature de notre compatriote à l'occasion de l'Assemblée générale élective du président de cette institution, prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Aussi, le Conseil a instruit le ministre des Sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures dirigeantes aux fins du succès de cette mission. C'est un poste prestigieux. Même au-delà de cela, même s'il n'était pas prestigieux, c'est un compatriote qu'il nous faut accompagner. Et donc, le président de la République a donné des instructions fermes que cet accompagnement soit conséquent. L'élection du président de la CAF a lieu le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. Sont en lice l'Ivoirien Jacques Anouma, 70 ans, le Sénégalais Augustin Senghor, 56 ans, le Sud-Africain Patrice Motsepe, 58 ans, le Mauritanien Ahmed Yahya, 44 ans. Patrick Guité, quelles sont les chances de Jacques Anouma ? Déjà, il faut regarder son projet, le projet qu'il a pour le football africain. Ce n'est pas encore prêt, puisque la campagne n'est pas encore ouverte. Après, il faut regarder ses concurrents. Aujourd'hui, Ahmad Ahmad est en difficulté, donc ce n'est pas certain qu'il participe donc à cette compétition. Mais il y a un nom qui revient sur celui du Sud-Africain. Celui du Sud-Africain, Patrice Motsepe, qui serait soutenu donc par la FIFA. Et quand on sait que la FIFA a aidé Ahmad Ahmad, qui était
un illustre inconnu, en tout cas dans la gestion du football africain. Arrivé donc à la tête donc de la CAF, il faut s'en inquiéter. Mais en tout cas, Jacques Anouma a son expérience pour lui, l'expérience donc de la gestion de la Fédération ivoirienne de football, qui n'est pas rien, l'expérience donc de la gestion de l'UFOA, quand l'UFOA était encore à 16, avant que cette organisation sous-régionale soit subdivisée à cause donc de nombreux palabres et à cause donc d'ambition de Demiro au pouvoir, d'Idrissa Hayatou. Il a donc l'expérience il a l'expérience également du comité exécutif de la FIFA. Il est connu, c'est quelqu'un qui connaît les arcanes donc, du football africain. Donc je pense qu'il y a des chances de s'imposer. Mais vous savez, l'Afrique de l'Ouest est en train d'émietter ses voix avec la présence d'Augustin Senghor et du président Yaya, le président de la fédération mauritanienne. Donc pourquoi l'Afrique de l'Ouest ne parle pas d'une seule voix? Ça pourrait desservir, je pense, Jacques Anouma. Abdoulaye Traoré Ben Badi, Jacques Anouma, c'est quelqu'un que vous connaissez. Oui. Vous pensez qu'il a des chances d'être élu à la tête de la FIF? Pour moi, il a des chances. Il a des chances parce que ça fait quand même longtemps qu'il est dans ce milieu. Et il a eu été membre de la FIFA. Donc, il connaît plus ou moins ce milieu. Et je pense s'il a déposé sa candidature, je pense qu'il a confiance à son projet. Et il a le soutien surtout de l'État de Côte d'Ivoire et de la Fédération ivoirienne de football. Donc, moi, je pense qu'il a ses chances et il pourra apporter son expérience au niveau de la CAF. Très bien. Megueï, Jacques Anouma fera un bon président de la CAF? Je dirais oui, mais. Oui, parce que Jacques Anouma connaît les arcanes du football international, à travers donc la CAF. Mais, Patrick Guité l'a dit tout à l'heure, ce qui gêne un peu, c'est les zones géographiques d'où sont issus les différents candidats. Quand vous voyez Jacques Anouma, il est issu de l'Afrique de l'Ouest. Augustin Senghor est issu de l'Afrique de l'Ouest. Le Mauritanie est pratiquement proche de l'Afrique de l'Ouest. Et Patrice Motsepe, c'est la COSAFA, qui est une puissante union. Et puis, voilà, il y a Bahama Damas, c'est pas très, très sûr. Donc, il faut que Jacques Anouma soit le candidat de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que Jacques Anouma et Augustin Senghor s'attendent déjà à ce niveau-là. S'ils ne s'attendent pas, ça va être très, très difficile. Quand on sait que l'UFOA comporte pratiquement 15 pays, c'est hyper important. Ils risquent de mietter leur voix à ce niveau-là. Et de l'autre côté, au niveau de l'Afrique australe, le Sud-Africain, il est tranquille. Parce qu'on parle d'élections. Les élections, c'est une affaire des relations, c'est une affaire des réseaux. C'est dès maintenant qu'il faut batailler très, très fort. Et puis, surtout, il faut avoir les moyens aussi. Je vais le demander. Les chances de Jacques Anouma? Écoutez, ces chances sont intactes, puisqu'il connaît un peu les rouages de la Confédération africaine de football. Quand on vous entend employer ce mot rouage, quand on sait la polémique que cela a suscité, ça fait certainement sourire Patrick Guité. C'est là que quand on est dans les rouages, on a des avantages. Mais maintenant, ce qui est déplorable, c'est au niveau de l'UFOA. L'UFOA, c'est quand même 16 pays. Et si l'UFOA n'est pas divisé, ça va être compliqué pour Jacques Anouma. Maintenant, est-ce qu'il y a des chances que l'UFOA parle d'une même voix? C'est possible, puisque l'UFOA seul a 3 candidats. Bon, maintenant, si les 3 arrivent à trouver un terrain d'entente, c'est possible, parce qu'en face, il y a quand même une force. Ce fameux Patrice Motsepe, le Sud-Africain, le président du Mamelodi Sundowns, qui est présenté comme l'une des plus grosses fortunes de l'Afrique du Sud. Il y a un journaliste sud-africain qui me disait que sa fortune personnelle est au-dessus même de la fortune de la FIFA. Donc vous voyez déjà l'adversaire qui est en face. Et vous savez très bien que les Africains, le jour où ils sont avec vous, la nuit ils changent de côté quand on leur donne des enveloppes. Donc tout ça c'est compliqué. Tout à l'heure il parlait d'argent, c'est pas faux. Ça se joue avec de l'argent, ça se joue avec le réseau, tout. Maintenant, au-delà de tout ça, Jacques sait tout ça. Il le sait. Il sait tout ça.
Il sait, parce qu'il connaît un peu les réalités de la Confédération africaine de football. Il le sait. Maintenant, c'est à lui de manœuvrer. C'est à lui maintenant de trouver un terrain d'entente avec Augustin Senghor, avec le Mauritanien Yaya et autres, afin de sortir vainqueur. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que la Côte d'Ivoire puisse quand même diriger un jour la Confédération africaine de football. On a raté le cap en 1988 avec l'élection, avant l'élection de M. Issa Yatou. Brice Wabi était pressenti, il était bien positionné, mais une guéguerre ivoiro-ivoirienne avait écarté Brice Wabi. Aujourd'hui, je pense que Jacques Anouma, il a les armes, il a le potentiel, il connaît les réalités africaines pour diriger cette Confédération africaine de football. Maintenant, ce n'est pas gagné, il faut se battre, parce qu'en face, moi, je pense que son adversaire le plus sérieux, c'est Patrice Motsepe. Adoumel, c'est aussi votre sentiment? Ah oui, mais tous les candidats sont des grosses têtes. Il ne faut pas négliger le Sénégalais Augustin Senghor, qui au dernier moment a fait acte de candidature. Augustin Senghor, Jacques même a été surpris, il a parlé sur une grande chaîne de radio, où il a dit que je ne m'attendais pas, puis lui et moi nous en avons parlé, mais il m'a dit qu'il ne serait pas candidat, et au dernier moment il est candidat. Cela veut tout dire. Et puis n'oublions pas aussi que le Sénégalais, il y a Samoura qui est sénégalaise, qui est secrétaire générale de la FIFA. Et donc, c'est au dernier moment que lui se porte candidat. Mais au-delà de tout ça, là, ce sont des alliances. À un certain moment, ça va se jouer sur des alliances, sur certains blocs. Vous allez voir le bloc arabophone, avec les 5 pays du Nord, le bloc francophone et les francophones qui sont moins nombreux à la CAF. Je vais parler des pays par rapport aux anglophones. Vous aurez les lusophones, etc. Et puis après, on va venir par zone. Il y a 6 zones. UFOA A, UFOA B. Quand la Sierra Leone, déjà, la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, de vive voix, annonce qu'elle soutient Motsepe, ça veut dire que sur les 16 pays, il y a déjà 15 qui ne sont pas il y a un pays qui ne votera pas pour un candidat de l'Afrique de l'Ouest. Or, si vous prenez Jacques Anouma, ce sont des calculs simples. Quand vous prenez les 3 candidats, Jacques à la Côte d'Ivoire, plus peut-être 2 autres pays. Mais les 2 autres pays, est-ce que ce sont des pays de l'Afrique de l'Ouest? Ça aussi, c'est une interrogation. Ça peut être un pays de l'Afrique australe, etc. Mais et quand vous prenez, comment est-ce qu'il s'appelle, le Mauritanien Yaya, mais est-ce que Yaya, quand vous prenez le Mauritanien, Yaya qui a déjà une voix, c'est-à-dire celle de la Mauritanie, cela veut dire que la Mauritanie plus la Sierra Leone, ça fait 2 voix déjà en moins. Et quand vous prenez donc Augustin Senghor, ça fait 3 voix. Donc Jacques déjà perd 3 voix en se présentant. Mais cela dit, Jacques a géré aussi la CAF d'une manière ou d'une autre. Il était au comité exécutif, seulement qu'il n'avait pas voix délibérative, mais il avait voix consultative. Donc, il est dans les rouages, il connaît les secrets. Ah oui, il connaît les secrets, il sait comment se battre. Mais je dis, et Choualio a souligné un fait très important, c'est l'argent qui va jouer. Je ne dis pas que Jacques n'a pas d'argent, non, loin de là. Jacques saura comment s'arranger pour gagner ces élections. Très bien. Il a des chances. Très bien. Alors, monsieur, une autre nouvelle triste cette semaine. Le rappel à Dieu de Diego Armando Maradona, une légende du football mondial. Je vous propose de voir ce sujet et je vous donne la parole juste après. Éploré, l'Argentine s'est mobilisée en masse jeudi pour un dernier adieu à Diego Maradona. Des milliers de supporters ont défilé devant sa dépouille avant l'enterrement prévu en soirée à Buenos Aires, au lendemain de la disparition de l'icône, adulée bien au-delà du monde du football. Une longue file de milliers de supporters a commencé à serpenter dès l'aube autour de l'historique place de Mai dans l'espoir d'entrer dans la Casa Rosada, le siège de la présidence argentine où était organisée la veillée funèbre. Des échauffourées ont éclaté avec la police qui tentait vers 14h d'interrompre l'accès à la chapelle ardente. Un énorme ruban noir ornait l'entrée du bâtiment de pierre rose dont les drapeaux étaient en berne en signe de deuil national décrété pour 3 jours. Le cercueil fermé contenant la dépouille de la légende du football a été recouvert du drapeau argentin et des divers maillots des équipes pour lesquelles Maradona a joué, notamment ceux de la sélection argentine et de Boca Juniors, floqués du mythique numéro 10. L'enterrement avec un service religieux était prévu dans la foulée au cimetière Jardín de Paz, en périphérie de Buenos Aires.
Point levé ou la main sur le cœur, les fans se sont succédés devant les restes de l'idole, décédé mercredi à 60 ans d'un arrêt cardiaque. L'émotion était immense depuis la veille. Des milliers d'admirateurs se sont rassemblés auprès des stades des clubs où Maradona officiait en Argentine, à Buenos Aires, Rosario ainsi qu'à La Plata, où il entraînait la formation de Gimnasia jusqu'à son décès. Des chefs d'État de nombreux pays ont adressé des messages de condoléances, preuve que Maradona a partout marqué les esprits par ses exploits et ses excès, oscillant entre grandeur et flamboyance d'une part, déchéance, drogue et polémique de l'autre. Monsieur Abdoulaye Traoré Ben Badi, vous avez une histoire particulière avec Diego Maradona. Ah oui, j'ai eu l'occasion et la chance de participer à des matchs de gala avec lui. Diego, il a des choses très particulières. L'homme, il est spécial, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on s'est rencontrés à Marrakech, et l'organisateur du tournoi essaie de nous présenter, il a dit, mais c'est l'Africain, je le connais. Abdoulaye Traoré. Oui, il parlait en espagnol. Vous dites que moi, c'est un grand joueur. Il a été un grand joueur, que c'est du gâchis en espagnol. Hein. Après, l'autre m'expliquait un peu. Ben, j'ai vu en lui quelqu'un de spécial. Bon, aujourd'hui, c'est dit que nous, on a joué au foot à cause de lui. Quand j'ai vu sa corpulence et son numéro 10, il me dit, nous qui ne sommes pas grands détails, on peut arriver à un certain niveau. Et puis, il a donné de l'espoir. Il a donné de l'espoir à des enfants de la favela, des quartiers difficiles. Il a donné de l'espoir. Il a rehaussé le football argentin sur le plan mondial. Et vraiment, Diego, c'est une référence. C'est-à-dire, parler de lui comme ça, je pense que c'est... Je refuse qu'il soit parti aussi, parce que chaque fois qu'on le voit, même dans ses vieux jours, il nous donnait encore l'envie de jouer au football. Adoumaël, que retenez-vous de Diego Maradona? Ben, écoutez, Boca Juniors l'a révélé, Naples l'a totalement, je dirais, lui a donné toutes les chances. C'est à Naples qu'il a connu son éclosion totalement, véritablement. Et donc, Diego, c'est une légende comme Pelé l'a été, comme Messi l'est, et Cristiano Ronaldo. Parler de Diego Armando Maradona, c'est de parler, c'est-à-dire le revisiter, c'est comme on passait toute une journée, ou bien des semaines et des semaines à parler de lui. Seulement, ce que malheureusement, c'est sa vie extra-sportive qui a tout gâché. Vous voyez, j'ai l'impression que Diego, qui était un enfant du bas peuple et qui est sorti donc de ce bas peuple qui a connu la gloire, hein, et j'ai l'impression qu'il a été quelque peu grisé par l'argent, à tel point que il a mené une vie qui n'était pas une vie, je dirais, sportive, qui était une vie... pas exemplaire, peut-être? Exemplaire, oui, pas du tout exemplaire, à tel point que, vous voyez, il y a des procès avec les fiscs italiens et autres, avec des histoires de prostituées, enfin, plein de choses qui ont terni quelque peu son image. C'est le regret que j'éprouve. Et aujourd'hui, voir Diego partir de cette manière, ça ne devait pas être la vie qui devait être avec lui. Absolument. Cholio? Écoutez, moi, d'abord, je l'ai vu jouer à la Coupe du Monde en 1982, en Espagne. Et j'ai vu comment un certain Gentilé l'avait massacré. Ensuite, il a été exclu face au Brésil en 1986 au Mexique. Et il est revenu tout feu, tout flamme. On se souvient très bien de cette fameuse main de Dieu. On se souvient aussi du fameux but qu'il a marqué. Le 2-1. Le 2-1. Et puis, j'ai été aussi marqué par son exclusion en 1994 à la Coupe du Monde. C'était la star qui sortait de la Coupe du Monde. Bon, franchement, c'est ce qu'il faisait. Je n'ai pas encore vu un joueur faire ça, franchement. Pas même le roi Pelé? Non, le roi Pelé, c'était autre chose. C'est autre chose. Mais Diego, c'est autre chose. C'est vrai que quand tu le vois jouer, même tout à l'heure avant l'émission, j'ai revu encore ses buts. Mais c'était incroyable. Ça fait que en 2007, quand je suis arrivé en Italie,
j'étais à Salernitana, à 25 km de Naples. J'ai demandé à un jeune Sénégalais de m'accompagner à São Paulo, le sanctuaire où Diego a écrit ses plus belles histoires. Nous sommes allés et j'ai regardé ce stade, j'avais les larmes aux yeux parce que ce stade-là, c'est là que Diego était tout feu, tout flamme. Un stade chargé d'émotions. Chargé d'émotions. On a payé 20 € pour visiter le stade. Ce ne sont pas nos stades ici. Là. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Oui. Je pense qu'Ali, il faut que rapidement l'année 2020 prenne fin. Parce qu'avant de rentrer dans ce studio, on a appris le décès de l'international sénégalais. Pape Bouba Diop qui a crucifié la France lors du mondial 2002. Il faut que rapidement cette année 2020 prenne fin parce que à cette allure, on va compter encore de façon macabre ceux qui nous ont quittés. Diego Maradona, il faut le dire, de Boca Juniors à Barcelone jusqu'à Naples, une ville jusque-là inconnue du monde qu'il a relevée pendant 7 ans. Il a remporté 2 Scudetto, il a remporté une coupe UEFA grâce à lui seul. Et puis, comme Chole l'a dit, moi, ce qui m'a marqué en étant encore tout jeune, cette rencontre des quarts de finale entre l'Argentine et l'Angleterre. Au cours de ce match, il a été l'ange et le démon. Le démon parce qu'il a marqué un but de la main. Tout à fait. S'il y avait la VAR, le but serait refusé. Il n'y Absolument. a pas de VAR. Absolument. Et ensuite, il fait parler son génie, son talent, en prenant la balle dans son Et là, il met tout le monde d'accord. Il met tout le monde d'accord. Diego, c'est extraordinaire. Quand on voit Diego, on pense à Blaise Traoré parce que morphologiquement, ils ont pratiquement la même forme. Très bien. C'est extraordinaire. On est au terme de cette émission. 30 secondes, Patrick Guité, rapidement, et on termine. Oui, Diego Maradona, c'est l'image même du football. C'est un symbole. Parce que le football est capable de tirer un gamin des quartiers populaires pour le hisser très haut, et devenir cette star-là. Diego Maradona, je n'avais pas besoin donc de statistiques. C'était quelqu'un qui réinventait le football. On a coutume de dire qu'on ne réinvente pas l'eau chaude, mais lui, il avait réussi à réinventer avec des gestes fabuleux qui nous ont bercés pour nous autres à partir de 90. Et en tout cas, c'est une grosse perte pour le football mondial, tout simplement. Merci Patrick Guité, merci Adoumel veut dire quelque chose. Nous sommes au terme de cette émission. Oui, merci. Abdoulaye Traoré Benbadi, Emeguei, Choualio Diomandé, merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360.